Abordons maintenant la question des composantes de l'administration publique nationale. Ok? L'administration publique nationale. En fait, l'administration publique nationale comporte l'administration publique, l'administration, on va dire, d'État et l'administration des collectivités territoriales. Et ça, cette partie, il faut la connaître par cœur. Je peux vous demander, par exemple, quelles sont les deux composantes de l'administration publique nationale. À ce moment, c'est par cœur qu'il faut étudier ça. Mais professeur, les deux composantes de l'administration, n'oubliez pas, il y aura un cours, un examen oral. Donc, je n'aurai pas beaucoup de temps à passer avec un étudiant. Donc, lorsque je vous pose la question, soit vous connaissez la réponse, soit vous ne la connaissez pas. Donc, je n'aurai pas à perdre beaucoup de temps avec un étudiant juste parce qu'il oublie une notion. Donc, je ne suis pas responsable. Si vous n'étudiez pas, je ne suis pas responsable. Donc, c'est fondamental d'étudier et de bien connaître les notions. Et si quelque chose vous échappe, de poser la question au professeur de sorte à vous clarifier sur le point noir, ok? Donc, les deux composantes de l'administration publique nationale, c'est l'administration des collectivités territoriales et l'administration d'État. Donc, il n'y a pas 50 chemins, c'est ce qu'il faut me répondre. Maintenant, quelles sont les structures de gestion des collectivités territoriales, si je vous pose cette question? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque niveau, il y a 3 échelles, n'est-ce pas? 3 échelles dans l'organisation administrative des collectivités territoriales. C'est quoi? C'est la section communale, la commune et le département. Rappelez-vous, la section communale, c'est la fille, l'héritière de la section rurale. Donc c'est une institution qui a existé avant, mais sous un autre nom. Avant, on parlait de section rurale. Aujourd'hui, on parle de section communale. Donc c'est pas tout à fait nouveau. C'est juste la fille d'une autre institution qui a existé avant la Constitution de 1987 et qu'on appelait section rurale et qu'aujourd'hui on appelle de préférence section communale. Maintenant, chacune de ces échelles-là, ok, que ce soit au niveau de la section communale, la commune ou encore le département, chacune de ces échelles, chacun de ces niveaux, chacun de ces échelons est dirigé par, n'est-ce pas, une structure collégiale. Une structure collégiale. D'accord? Il s'agit d'un conseil, n'est-ce pas, de 3 dirigeants élus localement et chacun de ces conseils est assisté par une assemblée. Pour la section communale, on parle de conseil d'administration de la section communale, c'est ce qu'on appelle généralement le CASEC. Assisté d'une assemblée, une forme de mini-parlement qu'on appelle l'assemblée, l'assemblée de la section communale. Pour le conseil municipal ou encore la commune, on parle de conseil justement municipal ou encore conseil communal, assisté de l'assemblée communale. Pour le département, on parle du conseil départemental, assisté dans cette tâche par un petit parlement qu'on appelle, une forme de mini-parlement qu'on appelle assemblée départementale. Donc voilà. Les conseils sont des organes exécutifs, c'est-à-dire une sorte de gouvernement local. Okay? Ce sont comme des gouvernements locaux. Donc que ce soit le CASEC, le conseil communal, le conseil départemental, ce sont comme des gouvernements locaux. Tandis que les organes délibérants que sont l'assemblée de la section communale, l'assemblée communale, l'assemblée départementale sont des parlements, entre guillemets, locaux. D'accord? Rappelez-vous, nous sommes dans une structure unitaire. Il n'y a pas plusieurs parlements, mais ils fonctionnent comme de petits parlements. Donc ce ne sont pas vraiment des parlements, mais ils fonctionnent car les membres d'une assemblée départementale, les membres d'une assemblée municipale et les membres de l'ASEC ne sont pas des parlementaires. On ne veut pas dire que ce sont des parlements locaux, mais ça fonctionne tout comme un parlement. Pourquoi? Parce que ce sont des organes délibérants et leurs délibérations vont être exécutées par les organes exécutifs que sont les conseils. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de petits parlements locaux. Voilà. Donc c'est pour faciliter aussi votre
votre compréhension. Ok? Maintenant, je peux vous demander aux examens, par exemple, à travers un tableau, de me donner les organes, n'est-ce pas, les structures administratives des collectivités territoriales. À ce moment, il faut, sur une partie, comme vous le voyez à la page 9, mettre la section communale, la commune, le département, n'est-ce pas, avec organe exécutif d'une part et organe délibérant d'autre part. Et il faut absolument aussi me donner de quoi est composé, par exemple, le CASEC, de quoi est composé la ZEC et de quoi est composé le conseil municipal. Il faut pas juste me dire conseil municipal, il faut me dire ce qu'il y a dans le conseil municipal. Au sein du conseil municipal, par exemple, on retrouve un maire et des maires adjoints. Donc, il faut me dire tout ça. OK? Maintenant, c'est pas tout pour les structures administratives des collectivités territoriales. Encore faut-il me parler du conseil interdépartemental. Le conseil interdépartemental qui est constitué d'un représentant de chaque assemblée départementale. Et rappelez-vous, ce conseil interdépartemental, j'ai dit, et il faut répéter ça dans mes enseignements, il constitue les yeux et les oreilles des collectivités territoriales dans les séances de travail du conseil des ministres. À chaque fois que quelque chose dans l'agenda du jour, dans l'ordre du jour, au niveau du Conseil des ministres, intéresse, que ce soit le développement local, la décentralisation ou encore la fiscalité locale. Donc, dès qu'on va parler de ces trois choses, le Conseil interdépartemental doit être présent dans cette séance du Conseil des ministres. Bon, en règle générale, dans la pratique, comment ça se passe? D'abord, je dois vous dire que dans la pratique, c'est un organe quasi inexistant. Sinon, ça a une existence juridique, parce que la Constitution le prévoit. Mais depuis 1999, écoutez, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de conseil interdépartemental dans le pays. C'est-à-dire, il y a plus de 20 ans, mais même 25 ans, le conseil ne fonctionne plus, n'a plus d'existence réelle, de la pratique, sur le terrain. D'accord? Mais concrètement, comment ça se fait? S'il y a une séance du Conseil des ministres avec un point sur la fiscalité locale à l'ordre du jour, on va inviter les membres du Conseil interdépartemental à faire leur entrée dans la salle pour en parler, pour en discuter. Mais après, une fois que ce point aura été épuisé, ils vont pas rester. Ils vont pas rester donc tout le temps ad vitam aeternam finalement. OK? Donc ils vont venir et après se déplacer. Voilà, ils vont pas donc passer tout le temps au niveau du conseil, de la séance du conseil. Maintenant, abordons la question des composantes de l'administration d'État. On a dit dans l'administration publique nationale, il y a l'administration des collectivités territoriales et l'administration d'État. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'administration d'État? Quelles sont les composantes? Si aux examens, je vous demande quelles sont les composantes de l'administration d'État, il faut dire, professeur, les composantes de l'administration d'État sont les organes du pouvoir judiciaire, les organes du pouvoir législatif, les organes des institutions indépendantes et l'administration centrale. OK? L'administration centrale, toujours avec un grand A. L'administration centrale. Maintenant, le pouvoir judiciaire ne m'intéresse pas ici. Ça concerne, n'est-ce pas, le professeur des institutions judiciaires ou encore votre professeur de procédure. Ça ne m'intéresse pas. Professeur de procédure civile, donc ça ne m'intéresse pas moi. Les organes du pouvoir législatif, j'avais déjà étudié ça avec vous en première année en droit constitutionnel, donc ça ne m'intéresse pas ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est les organes des institutions indépendantes et l'administration centrale. Mais d'emblée, je dois vous dire que malheureusement, il n'y a pas une loi en Haïti qui vient clarifier les organes des institutions indépendantes. Il y a tellement de disparités entre les institutions indépendantes aussi. Si vous prenez par exemple le cas de l'Université d'État d'Haïti qui est une institution indépendante, mais l'OPC, l'Office de la protection du citoyen, c'est aussi une institution indépendante. Si vous prenez le Conseil constitutionnel, c'est une institution indépendante. Si vous prenez, par exemple, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est une institution indépendante. Mais si on prend l'université et la CSCCA, qu'est-ce qu'ils ont en commun, sinon le fait d'être des institutions indépendantes? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? On va dire très peu de choses. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une loi
qui vient donner le dénominateur commun, n'est-ce pas, que doivent avoir nécessairement les institutions indépendantes. Comme on le fait, par exemple, pour les organismes autonomes. Donc, ça n'existe pas véritablement. Donc, je ne peux pas vraiment vous parler des organes des institutions indépendantes, sinon les étudier une à une. Or, il n'y a pas vraiment grand-chose à étudier dans les institutions indépendantes. Sinon, je vous invite à lire la Constitution. Et l'institution indépendante fondamentale qui nous intéresse, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette institution. Pourquoi? Parce que vous aurez un cours spécifique sur le contentieux administratif en 4e année avec un professeur. Donc, c'est pas la peine d'anticiper sur les enseignements concernant le contentieux administratif, dans lesquels enseignements, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est au centre, n'est-ce pas? Donc, je vais surtout, moi, m'attarder sur l'administration centrale de l'État. Maintenant, quelles sont les composantes de l'administration centrale? Si aux examens, je vous pose cette question, il faut dire, professeur, les composantes de l'administration centrale sont les organes du pouvoir exécutif, les services techniquement déconcentrés, les services territorialement déconcentrés et les services techniquement décentralisés. Les services techniquement décentralisés. Je reprends pour vous. Quelles sont les composantes de l'administration centrale de l'État? Il faut me dire, les composantes de l'administration centrale de l'État sont les organes du pouvoir exécutif, les services techniquement déconcentrés, les services territorialement déconcentrés et les services techniquement décentralisés. Donc voilà tout ce qu'on retrouve dans l'administration centrale. Lorsque, par exemple, je vous ai appris que le Premier ministre est le chef de l'administration centrale, je parlais de ça, en fait. Maintenant, quels sont les organes du pouvoir exécutif? Les organes du pouvoir exécutif sont la présidence, la primature, le conseil des ministres et les ministères. Maintenant, prenons la présidence. OK? Prenons la présidence. La présidence est constituée de l'ensemble d'organes et de services d'appui permettant au président de la République d'assumer ses missions et ses attributions constitutionnelles. Par exemple, récemment, il y a un étudiant qui m'a dit, professeur, est-ce que c'est vrai, le président a un secrétariat général? Je lui ai dit non. Le président n'a pas de secrétariat général. Le secrétariat général, c'est le secrétariat général de la présidence. C'est pas le secrétariat général du président. Le secrétariat général, c'est le secrétariat général de la présidence. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais juste par là lui expliquer que finalement, il faut faire la différence entre la présidence et le président. Donc, il ne faut pas confondre le président et la présidence. C'est très important de ne pas les confondre, car le président n'est pas la présidence. La présidence, c'est un ensemble d'organes et de services mis à la disposition, n'est-ce pas, du président de la République pour faciliter, n'est-ce pas, l'exercice de ses attributions constitutionnelles et légales. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter de confondre le président de la République et la présidence. Donc la présidence, on va dire, c'est une institution. Il y a un ensemble d'organes là-dedans. OK? Donc d'où l'importance de ne pas confondre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans la présidence? Et pour savoir véritablement ce qu'on retrouve dans la présidence, il faut lire absolument les décrets de 2005. D'accord? Notamment celui portant sur l'administration centrale de l'État. Mais non seulement il faut lire le décret de 2005, encore il faut lire aussi l'amendement qui a été apporté à ce décret. Car comme je vous l'ai dit, en février 2016, président Martelly, quelques jours, pour ne pas dire quelques heures avant son départ, a modifié ce décret. OK? Donc il faut lire ces deux textes fondamentalement pour connaître ces décrets, ce que dit finalement ce que comporte comme structure administrative la présidence. Maintenant, je vais vous dire globalement, il y a d'abord dans la présidence le cabinet du président de la République.
Ok, c'est la première composante de la présidence. Et ça, il faut connaître ça par cœur. Absolument par cœur. Pas gain ou pas bois. Ok, par cœur. D'accord? Le cabinet, si je vous demande ça, 1, 2, 3, 4 professeurs. Ok? Le cabinet du président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans le cabinet du président? D'abord, je vais les citer, ensuite je vais vous dire ce qu'on retrouve là-dedans. Le cabinet du président de la République, le secrétariat privé du président de la République, le secrétariat général de la présidence. Vous voyez? J'ai dit cabinet du président, mais secrétariat général de la présidence. Secrétariat privé du président de la République. Secrétariat privé du président, mais secrétariat général de la présidence. Si vous me dites aux examens secrétariat général du président, je vous donne 0. C'est secrétariat général de la présidence. Mais secrétariat privé du président, cabinet privé du président. Ensuite, il y a le bureau du conjoint du président de la République. Ce qu'on appelle généralement le bureau de la première dame. Ok? Bon, c'est pas bureau de la première dame. La loi ne parle pas du bureau de la première dame, mais de préférence du conjoint du président de la République. Et pourquoi? Pourquoi il ne faut pas dire bureau de la première dame? Non seulement la loi ne le dit pas, mais aussi le président, le chef de l'État peut être aussi une femme. On vient de le voir aux États-Unis, par exemple. On a failli avoir un homme comme époux du chef de l'État. D'accord? Donc ça pourrait arriver aussi en Haïti que le chef de l'État soit une femme. À ce moment, le mari du président sera le first gentleman de la République. Donc le first gentleman, de même qu'on a le first lady, la first lady, ben on peut avoir aussi le first gentleman de la République. Ok? Donc pour rester neutre dans le genre, pour rester neutre, la loi parle notamment l'amendement de 2016, n'est-ce pas? Du décret de 2005 parle du bureau du conjoint du président de la République. Donc mes étudiants ne parlent pas de bureau de la première dame, mais du bureau du conjoint du président de la République. Il y a aussi comme 5e élément au niveau de la présidence le secrétariat général du Conseil des ministres. Donc quelles sont les 5 composantes de la présidence qu'il faut connaître par cœur? Le cabinet du président de la République, le secrétariat privé du président de la République, le secrétariat général de la présidence, le bureau du conjoint du président de la République, le secrétariat général du Conseil des ministres. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans le cabinet? Le cabinet, d'abord, c'est un organe politique et technique. Ok? Il est composé du directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du président a rang de ministre. Notez ça pour moi. Le directeur de cabinet du président de la République a rang de ministre. A, le verbe avoir, rang, R-A-N-G. A rang de ministre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a le même rang protocolaire qu'un ministre, c'est-à-dire les mêmes avantages et le même rang de préséance qu'un ministre. Dans les cérémonies officielles, il va s'asseoir avec les ministres. Il a aussi le même salaire, le même traitement qu'un ministre. Ok? Le directeur de cabinet du président de la République. Notez aussi que le directeur de cabinet du Premier ministre a aussi rang de ministre. Donc le DC, dans la pratique on parle de DC, directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du président de la République a rang de ministre. Le DC du Premier ministre a rang de ministre, c'est-à-dire le directeur de cabinet du président de la République a rang du Premier ministre aussi a rang de ministre. Le secrétaire général de la primature a rang de ministre. Le secrétaire général de la présidence a rang de ministre. Ok? Maintenant, est-ce que le secrétaire privé du président a rang de ministre? Non. C'est le secrétaire général de la présidence qui a rang de ministre. Est-ce que le secrétaire privé du Premier ministre a rang de ministre? Non. C'est le secrétaire général de la primature qui a rang de ministre. Le directeur de cabinet aussi du président, y compris le directeur de cabinet du Premier ministre. Ce sont autant de questions d'examen. Donc rappelez-vous, c'est fondamental, j'insiste là-dessus. On dit cabinet du président de la République, mais secrétariat général de la présidence.
on dit secrétariat privé du président de la République, mais secrétariat général de la présidence. On ne dit pas le bureau de la première dame, mais le bureau du conjoint du président de la République. C'est comme ça la loi le nomme. Donc, juste avant cet amendement du décret du 17 mai 2005, le bureau, ce qu'on a appelé vaguement le bureau de la première dame, existait, mais sans encadrement juridique. C'était pas encadré par la loi. Donc, la première dame savait pas vraiment quoi faire. Classiquement en Haïti, traditionnellement, que font nos premières dames? Nos premières dames s'occupent des enfants, de l'éducation, des questions de santé, d'accord? Ben, des œuvres de bienfaisance, mais tous ces actes-là engageaient des dépenses de l'État, donc des fonds du trésor public, sans qu'il y ait eu aucune forme d'encadrement juridique. Donc c'est très très bien le fait que on a modifié, on a amendé le décret de 2005 portant l'administration centrale de l'État en 2016 pour intégrer cette structure de sorte à rationaliser, à légiférer entre guillemets, sachant que ça ne vient pas du Parlement, sur une tradition, mais finalement, qui était plus de fait que de droit. Vous voyez? Mais dans la primature, qu'est-ce qu'on retrouve dans la primature? C'est presque la même chose que le cabinet du président de la République, c'est le cabinet du Premier ministre, c'est le secrétariat privé du Premier ministre, c'est le secrétariat général de la primature. OK? Donc, est-ce qu'il y a un bureau pour le conjoint du Premier ministre, comme c'est le cas pour le président de la République? Non, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bureau pour le conjoint du Premier ministre à la primature. Maintenant, il y a le Conseil des ministres aussi, qu'on retrouve parmi les organes du pouvoir exécutif. Il y a non seulement la présidence, la primature, mais il y a aussi le Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, on vous dit que c'est un organe collégial qui délibère et décide de la politique gouvernementale. Maintenant, il faut faire une différence entre le Conseil des ministres et le Conseil des gouvernements. Le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement. D'abord, première différence, c'est que le Conseil des ministres a lieu au Palais national, tandis que le Conseil de gouvernement a lieu à la primature. Okay? Le Conseil des ministres est dirigé par le président de la République, tandis que le Conseil de gouvernement est présidé par le Premier ministre. Le Conseil des ministres est composé du président, du Premier ministre et des ministres. Donc, les secrétaires généraux ne font pas partie, les secrétaires généraux ne font pas partie les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, je suis un peu fatigué, les secrétaires d'État ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils peuvent y participer s'ils sont invités expressément. Je dois vous dire que dans la pratique, pour entrer au Palais national, c'est pas facile, c'est pas évident d'entrer au Palais national. Donc, lorsque vous voulez entrer au Palais national, on vous demande votre nom, une pièce d'identité, depuis sur la cour, pour vérifier si vous êtes sur la liste des invités. Et peu importe votre rang, peu importe que vous soyez sénateur de la République, peu importe votre rang, peu importe la position que vous occupez, même si vous êtes un haut fonctionnaire et même si vous êtes un ministre, vous n'entrez pas au Palais national comme dans un moulin. OK? Donc, dès sur la cour, et il y a même plusieurs points de contrôle sur la cour pour vérifier si vous êtes sur la liste des invités. Donc, généralement, traditionnellement en Haïti, les conseils des ministres se font les mercredis. Donc, il y a un mercredi pour le conseil de gouvernement, un mercredi pour le conseil des ministres. C'est comme ça se passe. Un mercredi conseil de gouvernement, un mercredi conseil des ministres. C'est comme ça se passe. Mais un mercredi, si vous êtes secrétaire d'État, vous ne pouvez pas vous diriger au Palais national pour dire, OK, il y a un conseil des ministres, je vais y venir. Non, parce que vous n'êtes pas automatiquement invité. Pourquoi? Parce que le conseil des ministres est composé du président de la République, des ministres et des secrétaires d'État. Des secrétaires d'État. Et, pardon, je m'excuse là encore. Le conseil des ministres est composé du président de la République, du Premier ministre et des ministres. Donc les secrétaires d'État ne font pas partie automatiquement du Conseil des ministres, à moins que vous n'y soyez expressément invité. Maintenant, si vous êtes invité,
votre nom va figurer sur la liste des invités dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et à ce moment, le type là, le policier qui assure le checkpoint, le contrôle du checkpoint, ben il va voir que vous êtes figuré sur la liste des invités et à ce moment, on vous laissera entrer. Mais si vous êtes un ministre, ben c'est normal. On sait que c'est le mercredi, le conseil des ministres va commencer, vous êtes un ministre, donc vous avez votre entrée au Palais national, ok? On va vous laisser entrer. Maintenant, pour le conseil de gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Donc à ce moment, s'il s'agit d'un conseil des ministres, il faut s'attendre à ce que tous les secrétaires d'État soient présents. Ok? Mais pour le secrétaire des ministres, pour le conseil des ministres, c'est pas automatique. Je vous ai dit, c'est les secrétaires d'État, c'est s'ils sont invités qu'ils peuvent venir. Ok? Maintenant, différence. Les trois grandes différences entre conseil des ministres et conseil de gouvernement. Le conseil des ministres a lieu à la présidence, au Palais national, tandis que le conseil de gouvernement a lieu à la primature. Deuxième différence. Le conseil des ministres est présidé par le président de la République, tandis que le conseil de gouvernement est présidé par le Premier ministre. Troisième différence. Le conseil des ministres est composé du président de la République, du Premier ministre et des ministres, tandis que le conseil de gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Maintenant, regardons les ministères. Comment sont composés les ministères? Les ministères, on parle de ministères ou encore départements ministériels. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un ministre. Un ministre, c'est à la fois le premier gestionnaire de son ministère, du département ministériel à la tête duquel il est placé, mais il a aussi un chef. Ok? Bon. Quels sont les organes du ministère? Si je vous demande quelles sont les composantes d'un ministère, il faut me dire que le ministère est organisé en services centraux, services techniquement déconcentrés et services territorialement déconcentrés. Quels sont les services centraux du ministère? C'est le cabinet du ministre, le secrétariat privé du ministre, la direction générale et les directions. C'est ce qu'on appelle les services centraux d'un ministère. Est-ce qu'au sein des ministères, il existe un secrétariat général, comme c'est le cas à la primature et à la présidence? Non. Dans les ministères, il n'existe pas de secrétariat général. Ok? Maintenant, il y a les services techniquement décentralisés, qu'on appelle aussi en Haïti les organismes autonomes. Ok? Les organismes autonomes. Maintenant, lisez pour moi toute la page 12 sur les organismes autonomes, c'est fondamental. Et aussi, lisez les différences fondamentales entre le conseil des ministres et le conseil de gouvernement à la page 13. Ok? À la page 13. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est assez condensé, mais c'est un cours en ligne aussi. Donc, j'ai pas vraiment l'occasion d'échanger avec vous directement en live. Donc, je vous donne ça en condensé. À vous de prendre note et de revenir vers moi pour me poser des questions pour tout ce qui ne vous paraît et pas clair dans les enseignements. Ok? Merci et à la prochaine.